Seul au cœur sombre de la ville, Owen se souvient d'un avertissement glaçant de sa grand-mère. Elle l'avait prévenu du danger de se perdre au plus profond de Paradise City la nuit. L'avertissement était de fuir toute chose d'apparence humaine, et maintenant une ombre l'observe. Sa grand-mère l'a prévenu qu'elles ont l'air humaines, mais cachent de monstrueuses bêtes divines à l'intérieur. Soudain, le bras de l'ombre éclate en une masse horrifiante de tentacules. Se souvenant de ces paroles, Owen se retourne et court pour sa vie. La terreur pure alimente sa course désespérée à travers les rues sombres de la ville. Une fois réveillées, les anciennes bêtes divines seraient affamées et réclameraient une offrande. Il est coincé sans aucune issue, et ces bêtes ont un amour immense pour la nourriture. L'ombre de la créature l'engloutit, alors qu'elle pose une question terrifiante. La réponse est la chair humaine. Un fait dégoulinant de sa gueule monstrueuse, le dernier avertissement de sa grand-mère hurle dans son esprit de simplement fuir. En un éclair, un homme mystérieux le sauve d'une mort certaine. La peur de Owen se transforme en confusion lorsque l'homme l'appelle par son nom. Il prétend être son oncle, envoyé par ses parents inquiets, mais l'avertissement de sa grand-mère résonne. Les plus normaux sont les plus dangereux. Il accuse hardiment l'homme d'appartenir à la vile organisation Abyss. L'homme mystérieux se moque, traitant son soi-disant frère de vieil imbécile crédule. Son regard passe derrière l'homme, se posant sur une vision terrifiante. Son cœur s'effondre en voyant son petit frère, Siyun, pris en otage. Il se souvient de la promesse de son frère que ces hommes arrêteraient de les déranger. Submergé par la rage, Owen se jette sur l'homme qui tient son frère. Il exige furieusement le retour de Siyun et la vérité sur leurs parents. Sion ne peut que crier d'horreur alors que son frère est violemment terrassé. L'homme reconnaît la bravoure de Owen, un compliment glaçant de la part de la silhouette sombre. Il se détourne, déçu, révélant que Owen est inutile sans une bête divine à l'intérieur. Il ordonne qu'on emmène Siyun, un sombre rappel des innombrables victimes dévorées. Elles doivent être nourries, explique-t-il, pour les empêcher de devenir des démons voraces. Un feu de pure défiance s'allume dans les yeux rouges sang de Owen. Sa peur se transforme en une rage brûlante face à son incapacité à se défendre. Au plus profond des tours scintillantes de la ville, un autre plan est mis en œuvre. Une mystérieuse silhouette à moto arrive à un point de rendez-vous clandestin. Il signale son arrivée à l'énigmatique Dr. Lang. Le Dr. Lang lui donne une dernière instruction glaçante. Restez invisible. Il se glisse à travers un rideau dans un lieu de rencontre clandestin et enfumé, mais l'homme à l'intérieur, une étrange silhouette aux allures d'elfe, le renvoie froidement. L'homme aux allures d'elfe révèle qu'il est ici pour un menu spécial. On lui ordonne d'attendre alors que l'hôte disparaît de sa vue. Seul dans la salle à manger sinistre, il attend que son contact apparaisse. Son regard est attiré par les statues de bêtes aux allures de loup qui grognent. Il pose une question sur la statue, apprenant que c'est la bête familiale sans nom de l'hôte. L'hôte révèle que ses griffes pourraient trancher l'acier, une créature vénérée par ses ancêtres. Il explique que quel que soit son statut, une bête divine reste une bête divine. L'hôte demande s'il n'est pas juste d'honorer leur soi-disant gardien du foyer. Il prévient le motard que son clan Gemia est très différent des siens. Il affirme que Paradise City a toujours appartenu aux bêtes divines. L'hôte se retourne et s'éloigne, laissant le motard méditer ses paroles. Soudain, le motard frappe la table de ses mains et se lève. Ignorant l'avertissement, il pousse une porte menant à une zone restreinte. Ses bottes de combat franchissent le seuil de l'espace sombre et inconnu. Le faisceau de sa lampe de poche perce l'obscurité du vaste entrepôt. Le motard se fige, sa lumière révélant une vision incroyable dans les ténèbres. Son choc se transforme en une froide résolution. Son œil cramoisi se rétrécissant de concentration, il signale à Lang qu'il l'a trouvé, envoyant une photo de la créature. Le Dr. Lang compare méticuleusement un tatouage sur la jambe de la photo du motard. Le tatouage correspond à une personne disparue, confirmant que l'hôte vend de la chair humaine. Défiant ses ordres, le motard insiste pour chercher d'autres personnes disparues à l'intérieur. Le Dr. Lang gronde le motard, lui rappelant que c'est pour ça qu'il a été viré de la police. Le motard rétorque que c'est l'imprudence de Lang qui a fait de lui une cible pour Abyss. Lang le congédie, mais le motard sait que sans lui, Lang est impuissant à agir. L'hôte lui tend une embuscade par derrière, furieux de son intrusion. Avec une charge furieuse, la lame de l'hôte rencontre le bras blindé du motard. Avec une vitesse fulgurante, il décoche un coup de pied qui envoie l'hôte voler. L'hôte s'écrase au sol, son arme glissant loin de lui. Inutile. Stupéfait, il demande si le motard est avec la police. Le motard révèle qu'il est un justicier enquêtant sur la récente série de disparitions. Il donne à l'hôte une dernière chance de se rendre. Une lueur de reconnaissance furieuse apparaît sur le visage de l'hôte. Il n'arrive pas à croire que cet homme se bat sans le sang d'une bête divine. Il rugit de fureur, se demandant comment le motard ose enquêter sur Abyss.
Une aura sombre et oppressante émane de l'hôte, entourant le motard. Sa transformation s'achève, révélant la monstrueuse bête lupine à l'intérieur. La bête monstrueuse se jette en avant, sa forme immense occultant toute lumière. Un éclair d'énergie aveuglant jaillit du point d'impact. S'écrasant dans les débris, l'hôte réalise enfin qui a envoyé le motard. Lang confirme que l'hôte a pleinement éveillé sa bête en mangeant une personne. Il est maintenant piégé, ayant à jamais besoin de chair humaine juste pour survivre. L'hôte étant considéré comme perdu, le motard lance le système Hunt Dog. Il demande de toute urgence un soutien au combat au Dr Lang. La bête monstrueuse charge en avant à une vitesse aveuglante. Mais le système surcharge ses sens, lui causant une douleur atroce. Une lumière cramoisie jaillit du cœur de la combinaison, pulsant de puissance brute. L'étrange énergie parcourt maintenant les circuits avancés de la combinaison. Serrant les dents, il canalise la puissance écrasante dans son poing. Il libère l'énergie stockée dans un coup de poing dévastateur à la mâchoire de la bête. Une onde de choc massive d'énergie éclate, projetant la bête à travers l'entrepôt. Il se prépare à l'onde de choc, la combinaison brillant d'une puissance résiduelle. La force du coup envoie la bête dévaler à travers le vaste entrepôt. Son ombre s'étire menaçante, alors que la bête se remet sur un conteneur d'expédition. Enragée, la bête déchire le métal solide comme s'il s'agissait de simple papier. La bête lance d'énormes plaques de métal, mais le motard esquive avec une grâce acrobatique. Le cœur de la combinaison s'embrase, canalisant l'énergie écrasante pour une contre-attaque. En un éclair, il devient un flou, filant à toute allure vers la bête en contrebas. Son poing surchargé frappe dans une explosion aveuglante d'énergie pure. La bête colossale est projetée en arrière par la pure force de l'onde de choc. Elle rugit d'agonie et d'incrédulité en étant projetée à travers l'entrepôt. Son corps immense brise une grille métallique sous la force écrasante du coup. À travers la poussière et les débris, son casque cramoisi lut d'une intention mortelle. Sautant entre des conteneurs brisés, il plonge pour une autre attaque dévastatrice. Le système de la combinaison matérialise une lame cramoisie, vibrant de puissance destructrice. Il se jette en avant dans une traînée de lumière rouge, la lame visant à tuer. Il déchaîne une entaille dévastatrice, l'arc cramoisi visant la gorge de la bête. La lame trouve sa cible, déchirant la chair alors que la bête hurle d'agonie. Mortellement blessée, la bête s'effondre tandis que le motard observe depuis l'ombre. Sa forme monstrueuse commence à se fissurer et à s'effriter, se transformant en pierre sous ses yeux. La forme monstrueuse de la bête se désintègre en poussière et en souvenirs. Il se tient seul après le combat, sa combinaison lumineuse perçant la fumée. D'un clic, il désactive le système, la puissance écrasante se retirant. Son sinistre travail accompli, le motard se tient au-dessus du cadavre pétrifié de la bête. Le Dr Lang explique que les personnes au sang de bête peuvent vivre normalement sans manger d'humains. Il déplore que rien de bon ne sorte jamais du mélange entre les humains et les bêtes divines. Lang louit le succès du motard et lui envoie une voie d'évacuation. La scène passe à 3 mois plus tôt. Alors que le motard vide son bureau, son collègue révèle qu'il s'appelle Own et qu'il a été renvoyé pour avoir enquêté sur Abyss. Son collègue le réprimande pour s'être mêlé d'affaires hors de sa juridiction. L'homme révèle que les supérieurs savent exactement combien de règles Own a enfreintes pour ce témoignage. Avec un sourire glaçant, il rappelle à Own qu'on l'avait prévenu de ne pas être si bruyant. Il accuse hardiment son collègue d'avoir accepté de l'argent d'Abyss pour saboter son affaire. En colère, l'officier prévient le détective Own de faire attention à ce qu'il dit. Tenant ses affaires, Own rappelle froidement à l'officier qu'il n'est plus son subordonné. Il se souvient de l'affaire de trafic d'êtres humains liée au clan Geumia. Il se moque de la promesse vide du commissaire, sachant qu'ils sont tous de mèche. L'homme parle d'Abyss qui ronge la ville, une vérité qu'il a essayé d'exposer. Il se souvient des victimes et de leurs familles qui ont assez souffert. Un feu froid de détermination brûle dans ses yeux alors qu'il jure de les arrêter. Son collègue remarque la photo, demandant si c'est son jeune frère. Le commissaire de police lui-même apparaît, faisant un étrange commentaire sur son âge. Il admet que toute la force de police est impuissante sous le joug d'Abyss. Le commissaire révèle qu'il observe Own depuis longtemps. Il révèle que la famille de Own a été prise par Abyss comme nourriture en raison d'une dette. Own a été le seul à être secouru, un traumatisme qui a défini toute sa vie. Il est devenu détective, consacrant des années à faire tomber l'organisation. Le commissaire dit à Own que son combat ne fait que commencer. Il prévient qu'Abyss a des racines dans toute la ville, préparant quelque chose de massif. Il avoue être devenu commissaire pour changer les choses, mais leur emprise est trop profonde. Il déclare qu'Abyss doit être détruite. Même s'ils doivent enfreindre la loi, il a besoin de quelqu'un avec une raison profonde et personnelle de combattre l'organisation, quelqu'un qui possède la volonté implacable de tous les entraîner dans sa chute. Own accepte d'écouter,
prêt à entendre le plan secret du commissaire. On lui confie sa première mission, escorter une cible de grande valeur la nuit suivante. La cible est un homme nommé Dr. Lang, un ancien chercheur pour Abyss. Le commissaire le qualifie d'ingénieur de génie, maintenant marqué comme traître par Abyss. Leur point de rencontre est la gare centrale animée de la ville. La nuit, pendant que Aun attend, le commissaire lui demande ce qu'il sait vraiment sur les bêtes divines. Aun admet que sa connaissance des bêtes divines se limite à de vieilles légendes. Han confirme que sa famille n'a aucun lien avec le clan Gyumya, ou toute autre bête. Il se souvient qu'elles étaient vénérées comme des dieux anciens, juste au moment où une femme étrange le dépasse. Il explique leur préférence légendaire et terrifiante pour la chair humaine. Il révèle qu'Abyss a créé un laboratoire pour étudier le pouvoir de ces bêtes vénérées. Il se souvient que le Dr Lang a tenté de le contacter pendant l'enquête sur ce même laboratoire. Il explique que le Dr Lang était un chercheur détenu par Abyss, et que leur seule option était de le faire sortir en toute sécurité. Yugun lui rappelle que Lang détient un atout pour combattre Abyss et l'exhorte à être prudent. Han comprend le danger, sachant qu'Abyss ne reculerait devant rien pour capturer un atout aussi précieux. Il sert un petit outil d'autodéfense, un sombre rappel de sa propre vulnérabilité. Il lève les yeux vers une grande horloge numérique. Il est maintenant 19h15. Un nœud de malaise se serre dans son estomac. Le Dr Lang est déjà en retard. Il craint le pire, se demandant si Abyss a déjà capturé sa cible de grande valeur. À ce moment-là, la voix d'un vendeur révèle que le Dr Lang était simplement en train de récupérer une commande. Aun ne peut que regarder l'excentrique docteur s'éloigner nonchalamment de l'étal. L'homme excentrique fredonne un air complètement indifférent à son environnement. Aun confirme son identité, et le Dr Lang l'identifie nonchalamment comme le détective. Il remet en question l'attitude insouciante de Lang, mais le docteur le traite simplement de coincé. Lang l'assure qu'ils ne seront pas attaqués dans un lieu public comme un café. Le regard de Han tombe sur la mystérieuse mallette que porte le Dr Lang. Il se demande si c'est l'atout qui peut vraiment faire tomber Abyss. Le Dr Lang demande nonchalamment au détective pourquoi il semble si méfiant. Han explique son scepticisme, trouvant trop commode qu'une solution soit soudainement apparue. Après des années dans la police, Han dit sans détour à Lang qu'il peut sentir un escroc. Le docteur est d'accord d'un air moqueur avec Han, admettant que ce n'est pas un acte de charité. Il présente le système Hunt Dog, un exosquelette volé pour les bêtes du clan Gyumya. Il avoue que perfectionner le système avec des données expérimentales est sa priorité absolue. Le Dr Lang révèle qu'il a besoin d'un sujet de test humain pour son nouveau système puissant, mais Han refuse catégoriquement, ne voulant pas devenir un cobaye dans une expérience douteuse. Lang rejette son refus, montrant le ciel qui s'assombrit alors qu'ils se préparent à partir. Ils roulent dans la nuit, une forte tempête de neige recouvrant l'autoroute. Han conduit avec une concentration sombre, le docteur excentrique à ses côtés. Lang se moque de la vieille voiture, s'interrogeant sur son manque de système autonome. La moquerie du docteur s'étend au téléphone de Han, le qualifiant d'ancien et d'analogique. Il préfère la conduite manuelle, faisant un commentaire énigmatique sur les compétences de conduite passées de Han. Le Dr Lang demande ensuite si Abyss a réalisé qu'il s'est échappé avec leur technologie. Han rétorque que si la combinaison est si puissante, Lang devrait la tester lui-même. Le ton sérieux du docteur laisse Han complètement confus par la suggestion. Lang révèle que le système rejette fatalement toute personne ayant du sang de bête divine dans ses veines. Lang esquive la question avec une blague bizarre, laissant Han momentanément sans voix, mais son attention se porte rapidement sur le rétroviseur. Son instinct hurlant, il réalise avec une certitude glaciale qu'ils sont suivis depuis le terminal. Lang vérifie son téléphone, confirmant que la voie est réservée aux voitures sans conducteur. Han sait que si elle était vraiment autonome, elle ne les suivrait pas de si près. Sans hésiter, Han engage une vitesse, se préparant à une poursuite à grande vitesse. Le moteur rugit alors qu'il accélère dans la tempête de neige aveuglante. Sa voiture devient un flou alors qu'il navigue expertement dans le trafic dangereux de l'autoroute. Lang est projeté en arrière sur son siège, stupéfait par la conduite agressive du détective. Lang sourit, notant que leurs poursuivants tiennent étonnamment bien la cadence. Ce n'est pas une seule voiture, mais toute une flotte qui se rapproche rapidement. Han croit que leur seul espoir est d'atteindre la ville et de les semer. L'attitude insouciante du docteur s'évanouit en un instant de pure concentration. Il hurle un avertissement désespéré, poussant Han de toutes ses forces. Une explosion massive engloutit l'autoroute où il se trouvait quelques instants auparavant. Un torrent de feu et de fumée s'élève dans le ciel nocturne enneigé. Projeté de la voiture, Han gémit de douleur sur l'asphalte gelé. Lang regarde les flammes, marmonnant sur la poursuite acharnée de leurs attaquants. Il note avec une surprise sinistre que leurs attaquants deviennent plus audacieux. Ils présentent de fausses excuses, exprimant une sympathie moqueuse pour le détective débutant.
Un groupe de silhouettes sombres émerge des flammes, reconnaissant instantanément le docteur Lang. Le chef du groupe sombre confirme que le retour de Lang était attendu par Abyss. L'homme imposant et cornu se moque, leur disant d'abandonner tout espoir de fuite. Il ordonne ensuite à ses hommes de récupérer la mallette contenant le système avancé. L'homme cornu prévient le docteur de ne rien tenter d'insensé. Il révèle que ses ordres étaient de ramener Lang, mais pas nécessairement vivant. Il propose un marché à Lang. Exigeant le nom du flic qui l'a aidé à s'échapper, le docteur Lang feint l'ignorance, prétendant que sa mémoire est brumeuse à son âge. Mais la patience de l'homme cornu s'épuise alors qu'il saisit violemment le docteur. Il dit que c'est dommage, faisant un dernier adieu glaçant au docteur. Sa main brise les doigts du docteur, une démonstration brutale de pouvoir. Un soupir las s'échappe de Haun alors qu'il observe la scène se dérouler. Mais le docteur Lang sourit simplement, alors que l'homme cornu regarde sa propre main ensanglantée. L'homme cornu recule sous le choc, sa propre main étant maintenant une masse sanglante et mutilée. Il ordonne au docteur Lang de reculer, prenant le contrôle de la situation impossible. Le sang coule sur son visage, ses yeux brûlant d'une concentration froide et mortelle. L'homme cornu se moque d'un nouvel arrivant, le traitant de nourriture engagée et se réjouissant du combat. Mais l'entité sombre révèle un sourire monstrueux, annonçant sa propre fin. En un éclair, la bête de l'ombre se jette et consume l'homme cornu tout entier. Un autre des poursuivants se transforme, son corps se gonflant en une bête monstrueuse ressemblant à un crapaud. Haun tire avec son outil d'autodéfense, le petit appareil se brisant sous la force immense. Les fléchettes électrifiées frappent la tête de la bête, faisant chanceler la créature monstrueuse. L'électricité peine à affecter la bête, ne faisant qu'alimenter sa rage monstrueuse. Voyant le danger, Haun pousse le docteur hors de la ligne de tir. Un torrent de flammes brûlantes jaillit de la gueule monstrueuse de la bête. Haun reste ferme, protégeant le docteur de l'assaut enflammé. L'enfer est stoppé par un éclair de lumière soudain et aveuglant. La mallette s'ouvre brusquement, son contenu protégeant Haun de l'explosion. La force pure de l'explosion envoie Haun déraper sur l'asphalte gelé. Il gémit d'agonie, ses vêtements fumant à cause de la chaleur résiduelle. Devant lui, une créature massive et en fusion commence à s'élever du sol. Il regarde choqué l'autoroute fondre en une mer de feu. Un homme étrange, au visage d'ornithorynque, se plaint que le bruit lui coupe l'appétit. Saisissant une arme dans l'épave, Haun vise avec une détermination mortelle. Il appuie sur la gâchette, déchaînant toute la puissance de l'étrange arme sur eux. Une explosion massive déchire l'autoroute, projetant les bêtes en l'air. L'homme comprend maintenant comment Haun a survécu, remarquant que Yugun a trouvé un type intéressant. Le docteur Lang remercie nonchalamment Haun d'avoir apporté le système, vérifiant s'il est endommagé. Il dit ensuite à Haun de prendre la mallette et de s'enfuir, le laissant derrière. Mais Haun est grièvement blessé par l'explosion. À peine capable de se tenir debout, il dit à Haun de trouver quelqu'un pour tester l'équipement, jurant de retenir la bête. La bête crapaud monstrueuse se dresse, nimbée de feu, son regard fixé sur sa proie. Le docteur Lang lui donne un dernier ordre. Écraser complètement ces salauds d'Abyss. Haun regarde en arrière, incrédule, remettant en question le sacrifice téméraire du docteur. Le docteur sourit simplement, exhortant Haun à avoir foi en son travail. Puis il presse un étrange appareil ressemblant à une télécommande dans la paume du détective. La mallette s'ouvre, révélant le système Hunt Dog, élégant et puissant. Un scanner cramoisi émerge de la combinaison, analysant sa forme blessée. Lang lui demande s'il a de l'expérience avec les exosquelettes de son temps dans la police. La combinaison s'active alors que Haun hurle un avertissement désespéré à Lang d'esquiver. Le docteur Lang fait un signe de la main calmement, disant à Haun de gérer ce test lui-même. L'instant d'après, une explosion massive engloutit l'endroit où se tenait Lang. Son chagrin et son choc se transforment instantanément en une rage froide et brûlante. La combinaison lance une séquence d'enregistrement, guérissant ses blessures tout en se calibrant. Avec le démarrage terminé, le système Hunt Dog est maintenant entièrement en ligne. Le système de la combinaison confirme que toutes les fonctions sont en ligne et en attente. Il appelle Lang pour entendre le docteur confirmer que la combinaison fonctionne bien. Le docteur est en vie, lui disant nonchalamment de se battre librement, mais de ne pas casser la combinaison. Il demande désespérément à Lang des instructions sur la façon d'utiliser la combinaison. Un avertissement de danger clignote, mais ses yeux brûlent d'une rage froide et concentrée. Il libère instinctivement une rafale d'énergie pure de son bras, semblable à un canon. L'homme au visage d'ornithorynque regarde avec incrédulité la puissance que ce gamin vient de déchaîner. Enragé, la bête crapaud déchaîne un autre torrent de flammes brûlantes sur Haun. Mais la peur de Haun a disparu, remplacée par un sérieux froid et mortel. Pour ses sens améliorés, le projectile en fusion semble ramper dans les airs,
Dans un éclair de lumière rouge, il se précipite pour affronter la rafale de front. D'un seul coup, il déchire la roche en fusion, dispersant l'attaque. Il enchaîne avec un coup de pied hache dévastateur sur le crâne de la bête. La bête chancelle sous le choc, incapable de comprendre cette soudaine puissance. Avant qu'elle ne puisse récupérer, il arme son poing pour un autre coup. La bête rugit sa menace, sa gueule en fusion se refermant sur son bras. Mais le poing blindé de Hound se serre, ignorant complètement la chaleur torride. Il enfonce son poing dans le visage de la bête avec une force dévastatrice. Il utilise l'élan de la bête pour la projeter à travers l'autoroute. La créature monstrueuse s'écrase dans l'épave enflammée, avec une force incroyable. Il se tient au milieu des flammes, réalisant enfin la véritable puissance à sa portée. Le Dr Lang surveille le combat, avertissant Hound que l'accélération instantanée ne peut pas être utilisée constamment. Il reconnaît le sens du combat naturel de Han, mais son attention est attirée par l'ennemi en fuite. Il vérifie la puissance du système, notant qu'elle est faible comme prévu pour un humain normal. Le Dr Lang regarde les flammes, se demandant s'il devrait offrir un peu plus d'aide. Il interroge Hound sur un motif lumineux sur l'homme, un phénomène qu'Abyss appelle une émergence. Cette marque apparaît généralement sur les bêtes divines, mais aussi sur les humains qui éveillent leur pouvoir. Lang explique que la marque est un signe que quelqu'un a éveillé sa bête divine intérieure. Han réalise avec fureur que les bêtes qu'il a combattues n'étaient même pas complètement éveillées. L'homme au visage d'ornithorynque décide de déchaîner une puissance dangereuse et non raffinée qui lui est propre. Il regarde avec confusion la lame cramoisie qui vient de se matérialiser dans sa main. L'homme au visage d'ornithorynque s'enfuit à travers l'enfer, maudissant sa terrible malchance. Il se plaint que le travail devrait être terminé, son propre corps fondant à cause d'une puissance instable. La bête crapaud ignore ses blessures, consumée par une faim vorace due à son pouvoir. La pensée de retourner auprès de son frère en échec le remplit d'une terreur absolue. Son regard tombe sur son allié en fuite, qui s'est effondré à cause de sa propre puissance instable. La puissance instable submerge l'homme au visage d'ornithorynque, le faisant s'effondrer d'agonie, mais son allié monstrueux ne le voit que comme un autre repas potentiel. Saisissant l'opportunité, Hound se jette à travers les flammes pour une frappe finale. La bête monstrueuse se moque de la tentative désespérée de son allié de s'enfuir. Hound regarde avec horreur la créature dévorer son propre camarade tout entier. Elle se plaint du goût dégoûtant, sachant que cela ne fera que la rendre plus affamée. Il comprend maintenant que combattre Abyss n'est pas comme affronter de simples gangs criminels. La bête rugit une menace, jurant d'écraser la combinaison et de le dévorer. Il réalise qu'ils ont abandonné leur humanité et ne vivent plus que pour se nourrir de chair. Il doit maintenant se battre comme s'il était lui-même une bête divine. Son esprit se remémore un souvenir de son frère Siyun. Il se souvient de l'avoir taquiné parce qu'il aimait encore les contes de fées sur les bêtes divines. Il se souvient d'avoir lu une histoire sur le crapaud de lave, une bête d'une puissance immense. L'histoire prétendait qu'aucune autre bête ne pouvait espérer égaler sa puissance. Mais ce conte de fées est sur le point d'avoir une fin très différente. Il affronte le souffle de feu de la bête avec les défenses de la combinaison. Un avertissement clignote sur sa vision, alors qu'il serre les dents de frustration. Il réalise que les attaques incessantes de la bête ne laissent aucune ouverture pour s'approcher. Il se faufile à travers une tempête de feu, alors que la combinaison se prépare à une accélération instantanée. La langue de la bête jaillit, certaine d'avoir enfin capturé sa proie. Mais Han attrape l'attaque en plein vol, stoppant la bête dans son élan. Il enfonce ses talons dans l'asphalte, se préparant contre le poids de la bête. Puis avec une torsion puissante, il met tout son corps dans le mouvement. Il fait tournoyer la bête monstrueuse par sa langue comme un fléau colossal. Il écrase la bête au sol avec la force d'un météore. Le monstre gémit d'agonie, son corps s'écrasant sur l'asphalte gelé. Mais Lang voit que l'immense effort pèse lourdement sur le corps de Hound. Un avertissement critique clignote sur le moniteur de Lang, son visage pâlissant. Son crâne monstrueux se fissure et se brise sous l'impact dévastateur. Elle se moque de sa confiance. Qualifiant la puissante combinaison de simple boîte de conserve, la bête le nargue, prétendant que c'est là le vrai pouvoir du clan Gemia. Elle promet une mort rapide, alors que sa langue jaillit pour une autre attaque. L'attaque est un flou de mouvement, filant dans les airs vers Hound. L'attaque de la bête est stoppée net, sa confiance se transformant instantanément en choc. Il ne sait que trop bien ce que l'on ressent d'être du côté le plus faible. Il se souvient d'avoir été poignardé dans le dos par ses supérieurs en arrêtant ces monstres. Il se souvient des innombrables officiers perdus et du désespoir qu'il a enduré. Il dit à la bête que comparée à son passé, elle n'est rien. La créature est réduite au silence, sa confiance brisée par ses paroles. Plantant ses pieds, il brise l'asphalte, refusant de bouger. La bête hurle qu'il n'est rien, alors que sa langue jaillit pour le coup de grâce.
Avec une vitesse impossible, il esquive l'attaque à la dernière seconde, il utilise l'élan de la bête pour se propulser haut dans les airs. Le système de la combinaison confirme que l'accélération instantanée est prête pour une attaque finale. Une série de nœuds rouges lumineux sur son dos s'embrase d'une puissance immense. La combinaison déchaîne un dernier faisceau d'énergie destructrice pure en forme de croix. Le faisceau cramoisi fend l'air, coupant en deux la bête monstrueuse. La bête ne peut que regarder avec incrédulité la blessure béante sur sa poitrine. La forme monstrueuse de la bête commence à se fissurer et à se transformer en pierre. Elle recule en trébuchant, son corps s'effritant en poussière et en débris. Son corps immense plonge à travers l'autoroute brisée, vaincu enfin. Son corps pétrifié s'écrase dans l'eau glacée bien en dessous. Les restes brisés sombrent dans les profondeurs obscures, perdus dans les abysses. Totalement épuisé, Owen s'effondre sur le sol gelé, la bataille enfin terminée. Il se relève péniblement, réalisant à quel point le combat réel est différent de l'entraînement. Le docteur Lang s'approche. Entièrement satisfait de la qualité des données de combat, Owen demande à savoir comment Lang l'a construit, mais le docteur dit que c'est une information classifiée. Lang se moque de la question, doutant que Owen puisse même comprendre la réponse. Enragé par son arrogance, Owen jette la télécommande du système sur le docteur. Lang l'avertit que la combinaison brûle son endurance et est la seule chose qui le maintient conscient. Lang lui dit qu'il ne devrait pas jeter les choses si négligemment. L'avertissement arrive trop tard, alors que Owen s'effondre d'épuisement pur. Mais les yeux du docteur s'écarquillent devant une lecture inattendue sur son téléphone. Il réfléchit aux données étranges, une nouvelle variable dans son équation complexe. Mais ils ne sont pas seuls, car une autre silhouette mystérieuse observe depuis l'ombre. Avec une énorme bête blanche à ses côtés, il décide de continuer à regarder le spectacle. L'énorme bête se réduit pour prendre la forme d'un petit chat discret. L'homme mystérieux observe son compagnon, sa véritable forme maintenant révélée. Ses yeux se plissent avec une intention froide, un nouveau joueur entrant dans le jeu mortel. Son esprit dérive vers une nuit paisible de lecture avec son petit frère. À bien y penser, il y avait plus dans ce vieux conte de fées. Il essaie désespérément de se souvenir de la fin de cette histoire. Il reprend lentement conscience, son corps endolori par le combat. Il se retrouve dans une pièce étrange, entouré d'équipements médicaux avancés. Vérifiant son téléphone, il réalise avec un sursaut que 2 jours entiers se sont écoulés. Un message vocal du commissaire loue son succès dans la protection du docteur Lang. Il avertit On de se faire discret, car Abyss sera désormais en état d'alerte élevé. Le commissaire nettoie la scène, mais a une dernière nouvelle cruciale. Un bruit fort et discordant venant de l'extérieur de sa chambre le fait sursauter de son lit. Il ouvre la porte en grand, craignant une autre attaque d'Abyss. Le commissaire révèle que le docteur Lang a transformé sa maison en atelier personnel. Le docteur Lang le salue, admettant avoir pris la décision pendant que Owen était inconscient. Le message du commissaire continue, corrigeant ses propres paroles dures sur le docteur. Son dernier ordre est de simplement continuer à protéger le docteur excentrique à tout prix. Pendant ce temps, bien au-dessus de la ville, une figure puissante observe le chaos se dérouler. Ses chaussures cirées reflètent la lumière froide de son bureau luxueux. Soudain, une étrange araignée lumineuse apparaît à ses pieds avec un message. L'homme congédie son subordonné, lui disant de rentrer tôt et de se reposer. Son fils s'approche, révélant qu'il sait que le docteur Lang est enfin de retour. Ils discutent des dégâts importants, déplorant la perte de leur frère du clan Gemia. Le fils trouve une sorte de romantisme tordu dans toute cette affaire. Il se souvient d'une vieille fable sur un crapaud avide qui s'est noyé après avoir défié tout le monde. Son fils note la coïncidence amusante entre la fable et le sort de leur subordonné. Le père songe qu'une bête divine choisit un hôte aux traits similaires. Le fils propose de s'occuper du docteur, mais son père sait que Lang est difficile à trouver. Il révèle que la police a placé une autre taupe, donnant à son fils une nouvelle mission mortelle. Le fils du père se tient devant le commissaire de police capturé, la nouvelle taupe. Il promet d'extraire chaque secret de leur nouveau captif. Une araignée lumineuse descend de son doigt, un outil d'interrogatoire glaçant. L'essaim d'araignée lumineuse descend sur le commissaire de police impuissant. Elles envahissent son visage, leurs morsures remplissant la pièce de ses cris d'agonie. Le fils jure à son père qu'il fera tout ce qu'il faudra. Owen arpente les rues sombres de la ville, sa mission loin d'être terminée. Il grimace de douleur, son corps encore endolori par le combat brutal. Il sait qu'attendre le commissaire n'est pas une option et décide d'agir. Il se souvient soudain des étranges instructions du docteur plus tôt dans la journée. Appelant Lang, il réalise que le docteur parlait du jour des poubelles. Il entre en trombe pour se faire gronder par Lang pour ne pas avoir sorti les poubelles. Le docteur Lang s'excuse nonchalamment d'avoir oublié, aux grandes dames de Hon. Il lance que s'il n'y avait pas eu le commissaire, il aurait mis Lang dehors. Mais il se détourne,
s'excusant pour son emportement alors que le stress monte. Le commissaire arrive, remarquant nonchalamment leur manque de préavis. Aon annonce leur invité, mais Lang est agacé par l'interruption soudaine. Le commissaire s'excuse de ne pas l'avoir contacté plus tôt, mais Aon comprend. Il explique au commissaire comment Lang a pris le dessus, remodelant la maison à sa guise. Il admet que même si le comportement de Lang est agaçant, il ne peut pas contester les rénovations gratuites. Le ton du commissaire devient sérieux. Mentionnant un message sur un incident d'il y a 20 ans, le commissaire récite un numéro de dossier, ses mains trahissant un profond malaise. L'expression de Hound s'assombrit alors qu'il identifie le tristement célèbre incident du Festival de la Moisson. C'est l'incident même qui a fait de lui une victime, sa famille capturée par Abyss pour une dette. Il se souvient des victimes traînées comme du bétail, une par une. Il appelle ça un abattoir. Un lieu de boucherie pur et simple. Lang lui demande s'il sait pourquoi, mais Aon suppose que c'était pour la chair humaine. Lang révèle qu'Abyss a toujours utilisé le clan Geumia et leurs bêtes comme des armes. Il explique que le clan Geumia est le fondement même du pouvoir d'Abyss. Les plus puissants sont appelés bêtes divines primaires, éveillées uniquement en mangeant de la chair humaine. Il explique que le festival était une chasse pour trouver les bêtes divines primaires pour le noyau d'Abyss. Le docteur explique que ce fondement est ce qui soutient encore Abyss aujourd'hui. Il révèle la rumeur glaçante qu'un deuxième festival de la moisson approche. La nouvelle ravive le feu froid de la vengeance dans les yeux de Aon. Le commissaire révèle que son informateur a été retrouvé mort peu de temps après l'information. Il prévient qu'avec le pouvoir actuel d'Abyss, le prochain festival sera catastrophique. Le commissaire jure de rassembler des informations pendant que Aon se repose et récupère complètement, mais Lang se plaint de son ennui. Agacé par le temps que les humains mettent à guérir, il change rapidement de sujet, pointant hors champ pour distraire le détective. D'un mouvement soudain, le commissaire injecte quelque chose dans le cou de Aon. Reculant de douleur, Aon apprend qu'on lui a injecté des nanomachines. Il admet qu'il veut collecter des données confortablement puisque Aon déteste les examens. Le docteur explique qu'il peut maintenant surveiller l'état de Aon en temps réel sur l'écran. Il se vante qu'en cas d'urgence, les nanomachines peuvent même effectuer des premiers soins internes. Furieux de la tromperie, Aon décoche un coup de pied, exigeant un avertissement la prochaine fois. Le commissaire demande froidement pourquoi il aurait besoin d'une permission, comme si Aon n'avait pas le choix. Le docteur Lang pointe le moniteur, notant l'augmentation de la pression artérielle de Aon due à sa rage. Totalement vaincu, Aon ne peut que soupirer, épuisé par leur manigance constante. Le commissaire confronte Lang, se demandant s'il profite de la situation de Aon. Lang rétorque que Yugun est tout aussi coupable, mais qu'au moins, il est honnête à ce sujet. Yugun se tait, le poids de l'accusation du docteur faisant mouche. Aon se détourne, sa patience finissant par céder face à leur manigance constante. Il allume une cigarette, marmonnant qu'il débarque et le traite mal. L'expression de Yugun se durcit, offrant à Aon une proposition sérieuse s'il ne peut pas continuer. Yugun lui tend le casque, un accord silencieux pour continuer le combat. Aon suggère qu'il rassemble des informations, mentionnant un endroit appelé la rue Baekya. Il révèle que c'est le territoire du clan Geumia, mais qu'ils ne sont pas tous avec Abyss. Yugun explique que son informateur vit ici, une source d'information fiable mais difficile. Aon l'avertit de se couvrir le visage, car le commissaire est une personnalité publique. Déguisé, Yugun note que c'est la première fois qu'il vient ici avant de poser une question. Aon demande pourquoi un homme dans sa position combattrait Abyss au lieu d'en profiter. Le commissaire reste silencieux, son visage encapuchonné empreint d'une sombre résolution. Une nouvelle voix intervient, affirmant que le commissaire n'a pas le droit de dire de telles choses. Il admet que son combat est motivé par une vengeance personnelle, et non par une cause plus grande. Il reconnaît que sa souffrance n'est rien, en comparaison de ce que Aon a enduré. Il s'aventurit plus profondément dans les rues bondées et faiblement éclairées de Baekya. Les résidents ici ont des mutations évidentes, leurs traits bestiaux bien visibles. Leur informateur est un vieil homme cornu qui semble être un commerçant. Aon explique que, contrairement à ses résidents, les membres du clan Geumia en ville ressemblent à des gens normaux. Le commissaire admet qu'il est choqué par les différences physiques extrêmes entre les résidents. Aon révèle que seuls ceux qui ont mangé de la chair humaine peuvent se transformer, juste au moment où ils arrivent. Leur destination est une étrange pharmacie, l'emplacement de leur mystérieux informateur. Aon frappe fermement à la porte de l'étrange pharmacie. Il appelle l'informateur, un homme nommé Sawa, lui demandant s'il est là. Une silhouette massive et sombre émerge de l'obscurité, reconnaissant Aon par son nom. La silhouette n'est pas leur informateur, mais un homme hostile leur disant de partir. Aon lui demande s'il est un garde du corps, expliquant que leur affaire est importante. Les deux hommes se regardent. Une confrontation tendue commençant dans la pharmacie. L'homme hostile l'attrape, réalisant que Aon ne fait même pas partie du clan Geumia.
Aon lui ordonne calmement de s'écarter. Protégeant le commissaire de la menace, l'homme répond par un coup de poing rapide et brutal à la mâchoire de Aon. Une nouvelle voix se fait entendre alors que le véritable informateur, Sahwa, apparaît de l'ombre. Ils reconnaissent calmement l'agitation, notant l'arrivée d'un invité non convié, mais le coup de poing du garde du corps frappe avec une force brutale, envoyant Aon chanceler en arrière. Mais Aon attrape le coup puissant, ses réflexes aiguisés par des années de combat. Le commissaire remarque que pour des voyous comme celui-ci, il n'a même pas besoin d'un système. Aon révèle qu'il a eu beaucoup d'expérience à combattre des voyous même avant de devenir détective. La queue de serpent massive de l'informateur se glisse dans l'obscurité, laissant le voyou inconscient. Aon note avec ironie que cela doit être leur invitation à entrer enfin. Le commissaire l'exhorte à le suivre, vérifiant son téléphone pour d'éventuelles mises à jour. Il répond à l'appel, et le docteur Lang remet immédiatement en question sa présence dans la rue Baekhyia. Stupéfait, Yugun demande comment le docteur peut bien connaître sa position actuelle. Lang admet nonchalamment qu'il a mis sur écoute et suivi le détective à son insu. L'informateur Sahwa les salue, sachant que Aon a été viré de la police. Sahwa note ensuite qu'Abyss avait marqué le commissaire, surpris qu'il soit encore en vie. L'informateur massif éclate de rire, amusé par leur situation difficile. Sahwa se penche, demandant qui était responsable de l'avoir mis dans ce pétrin. Il le rassure sur la confidentialité des clients, disant que sa survie est une preuve suffisante. Soudain, leur queue massive s'enroule fermement autour des pieds de Aon, le piégeant. Sahwa lui rappelle une promesse macabre, que Aon se remémore calmement avec des détails saisissants. Le commissaire écoute, perturbé par les menaces bizarres et violentes de l'informateur. Le ton de Aon devient sérieux, alors qu'il interroge sur le supposé deuxième festival de la moisson. Sahwa confirme la rumeur, admettant qu'elle s'est répandue même dans la rue Baekhyia. Leurs regards se portent sur le commissaire, devinant correctement qu'il était la source de l'information. Ils identifient ensuite correctement le docteur Lang au téléphone, révélant à quel point ils en savent. La voix du docteur Lang intervient, accusant Sahwa d'avoir caché le commissaire depuis le début. Un nouvel homme apparaît, leur rappelant que Sahwa échange toujours information contre information. Sahwa examine la proposition, son expression illisible alors qu'il pèse leurs options. L'informateur accepte l'échange, mais non sans une condition de leur part. Le commissaire semble confiant, mais Aon se méfie des véritables intentions de l'informateur. Mais leur négociation tendue est soudainement interrompue par une arrivée inattendue. Le commissaire maudit, réalisant que ces salauds d'Abyss les ont déjà trouvés. Le docteur Lang les avertit de ne même pas penser à se battre sans le système. Un grand fracas de l'extérieur signale leur arrivée violente et non sollicitée. Deux agents masqués d'Abyss se préparent à se frayer un chemin à l'intérieur. Un silence tendu s'installe, alors que leurs silhouettes apparaissent dans l'encadrement de la porte. Les yeux de l'agent principal se plissent, alors qu'il évalue la situation à l'intérieur. On demande s'il y a une autre sortie, la voix tendue d'urgence. Mais Sahwa se moque, demandant pourquoi elle devrait les aider après qu'ils aient mené Abyss jusqu'à elle. On envisage une alternative sinistre, se demandant s'il devrait simplement livrer Yugun. La poignée de porte commence à tourner, alors que les agents d'Abyss passent à l'action. Mais Sahwa reste complètement imperturbable, son expression froide et illisible. L'autre homme demande à Sahwa pourquoi elle pense qu'il a même pris la peine de revenir. Sahwa éclate de rire, se moquant du visage sérieux de l'homme et lui disant de fiche le camp. Sa queue massive révèle une trappe cachée, une voie d'évacuation menant à la rue Baekhyia. Il s'interroge sur son changement d'avis soudain, mais elle l'exhorte simplement à partir rapidement. L'homme demande à Sahwa sa décision, sa fuite étant en jeu. Elle lui murmure sa réponse, un secret que lui seul est censé entendre. À ce moment, la poignée de porte se brise alors qu'Abyss finit par entrer. Les agents masqués d'Abyss entrent enfin, leur mission claire. L'agent principal confronte Sahwa, demandant où sont passées leurs cibles. Avec un sourire malicieux, elle prétend n'avoir aucune idée de ce dont il parle. L'agent ment à Sahwa, prétendant qu'il a été seul tout ce temps. Pendant ce temps, Aon et Yugun sprintent à travers le sombre tunnel d'évacuation. Ils s'arrêtent enfin pour reprendre leur souffle dans une ruelle sombre. Le commissaire craint d'avoir révélé leur jeu sans obtenir d'informations. Yugun prévient que retourner à la rue Baekhyia est bien trop dangereux. Mais Aon sourit, promettant qu'ils reviendront avec la puissance du système Hunt Dog. Il se souvient des derniers mots de Sahwa, un secret chuchoté juste pour lui. Son message était clair. Aller au centre de la rue Baekhyia. Il admet n'avoir aucune idée de ce qui les attend, mais sait que Sahwa avait une raison. Le commissaire commente la surprenante loyauté de Sahwa, mais Aon est complètement confus par ce commentaire étrange. Il éclate de rire, trouvant l'idée de la loyauté de Sahwa absurde. Aon rejette l'idée, qualifiant Sahwa de serpent glissant dont les actions prouvent à quel point la situation est grave.
L'agent la prévient qu'Abyss pourrait anéantir toute la rue en une seule journée. Il explique que seul leur héritage commun du clan Gemiya les maintient en sécurité pour l'instant. L'agent prévient que même Abyss a des limites à ce qu'elle ignorera. Il dit à Yugun que même s'ils détestent Abyss, ils n'ont nulle part où aller. Leur mutation physique et leur statut de criminel rendent toute évasion de la rue Baekia impossible. L'agent admet que les nouvelles zones de développement sont remplies d'étrangers. Il explique que la jeune génération ne vénère plus le clan Gemiya. Il prétend que la rue Baekia est leur dernier espoir, mais qu'Abyss finira par les écraser. On se prépare à partir sur une moto rouge. Le commissaire se tenant à proximité, Yugun accepte sa décision, souhaitant bonne chance à Aon pour sa mission dangereuse. Aon le rassure, disant au commissaire de rester en sécurité jusqu'à leur prochaine rencontre. Il lance une menace à Lang s'il essaie de les mettre sur écoute à nouveau. Yugun sourit simplement, amusé par l'attitude fougueuse du détective. Il dit à Lang que Aon est tout aussi têtu, provoquant une réponse sarcastique. Lang remarque nonchalamment qu'il ajustait le système pendant qu'ils étaient au parti. Yugun demande s'il y a un problème, mais Lang prétend que c'était un ajustement mineur. Le docteur demande ensuite s'ils ont eu des problèmes pour se rendre à la rue Baekia. Lang remarque que les humains sont bien plus faibles qu'ils ne le pensaient au départ. Il explique que chez Abyss, il a oublié à quel point les corps humains normaux sont fragiles. Il rassure Yugun en lui disant que cela ne prendra pas longtemps, terminant l'appel d'un simple tapotement. Le docteur Lang tient le casque, la lumière rouge projetant une lueur inquiétante. Son expression est sombre, un contraste frappant avec son ton désinvolte au téléphone. Il se demande si ces ajustements suffiront à maintenir le détective en vie. Le bâtiment du groupe Jungang domine la ville, ses lumières formant un crâne sinistre. À l'intérieur, un seul agent de sécurité garde la réception, ignorant les événements de la nuit, mais sa nuit tranquille est brisée alors qu'il lève les yeux, soudainement alarmé. Une nouvelle silhouette imposante salue nonchalamment le garde surpris, d'un ton moqueur. Le garde demande qui ils sont, criant qu'ils n'ont pas le droit d'entrer. L'homme, Chionga, se moque, révélant qu'il est l'administrateur général des dettes d'Abyss. Chionga demande où est son patron, lui rappelant qu'il était attendu. Le garde terrifié balbutie, le dirigeant vers l'ascenseur direct, mais sa main libre appuie secrètement sur un bouton d'alarme silencieux sous le bureau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un carillon doux et inquiétant. Chionga est accueilli par les deux hommes qui étaient avec le fils de leur patron. Il sourit, se moquant de la tentative pathétique du garde d'appeler à l'aide. Il les remercie sarcastiquement pour l'accueil chaleureux, nullement troublés par leurs armes. Sans avertissement, les gardes déchaînent une pluie de balles à bout portant. Les balles déchirent son corps, une attaque brutale et apparemment fatale. Une tempête de douilles vides cliquette sur le sol poli, mais Chionga reste debout, son corps criblé de balles et dégoulinant de sang. Un sourire glaçant se dessine sur son visage, alors que les blessures commencent à guérir instantanément. Il pousse un rire glaçant, son visage un masque de pure menace. Un étrange symbole lumineux apparaît derrière lui, signe de son pouvoir terrifiant. De retour au bureau, les deux gardes gisent vaincus devant un coffre-fort ouvert. Le patron rassemble frénétiquement ses documents, le visage pâle de terreur. Il se précipite désespérément vers la sortie, son seul espoir de fuite. Mais un regard par-dessus son épaule confirme que ses pires craintes se sont réalisées. Les doigts de Chionga forcent les portes de l'ascenseur demandant où il pense aller. Le patron terrifié s'effondre au sol, alors que Chionga déclare que son temps est écoulé. Il le domine. Un sourire ensanglanté sur le visage, exigeant qu'il paie sa dette. Le patron terrifié supplie pour avoir plus de temps, affirmant que son permis de réaménagement vient d'arriver. Il supplie Chionga de patienter encore un peu, la voix tremblante de peur, mais dans son dos, il arme secrètement un revolver, se préparant pour un dernier combat désespéré. Le patron tire avec son revolver caché, un tir désespéré visant la tête de Chionga. La balle lui traverse le crâne, mais Chionga ne bronche même pas sous l'impact. Le patron regarde, incrédule, incapable de comprendre pourquoi son agresseur est toujours debout. Un coup de pied brutal brise la main du patron, le clouant au sol. Chionga se moque, demandant si l'homme avait vraiment l'intention de fuir sa dette. Il attrape le bras de l'homme, disant qu'il sait comment il règle ce genre de dette. Chionga passe un appel, disant à ses hommes que le travail est fait, et de monter. Une équipe en combinaison de protection complète apparaît à la porte, prête à nettoyer. L'équipe couvre efficacement les corps, le patron terrifié et impuissant sur le sol. Chionga vérifie calmement son téléphone, examinant les termes de la macabre collecte. Le patron réalise avec horreur que le prix est ses deux jambes et son avant-bras droit. Chionga offre une assurance glaçante que les professionnels le garderont en vie. Il admet que personne ne voudrait manger quelqu'un d'aussi insipide. Mais c'est le principe. Un doux carillon annonce l'arrivée de l'ascenseur à l'étage. Le nouvel arrivant, un homme à la peau bleue,
regarde avec confusion. Le fils du patron félicite Cheonga pour son travail, mais le collecteur de dettes reste silencieux. Cheonga appelle le nouvel arrivant le gamin araignée, demandant pourquoi il est là. Le gamin araignée révèle qu'il a sécurisé la rue Baekya, rappelant à Cheonga leur accord. Le fils révèle la mission de son père, mais Cheonga lui dit avec colère de ne pas s'en mêler. Il rappelle furieusement au fils que leur accord était de garder Abyss hors de la rue Baekya. Le fils rejette froidement ses préoccupations. Se moquant de Cheonga pour son manque de résultats, Cheonga révèle qu'il connaît un informateur qui peut retrouver l'emplacement du docteur. Mais le fils prétend que ses hommes font déjà pression sur la source pour obtenir des informations. Cheonga se moque, disant au gamin araignée que son affaire est avec le père, pas avec lui. Il demande pourquoi le fils se concentre sur lui et non sur les autres. Il mentionne les expériences du salaud de poulpe et la publicité du monstre vampire. Le fils explique que contrairement à lui, les autres coopèrent avec les plans de son père. Le fils propose d'aider Cheonga à trouver ce qu'il cherche, mais a besoin d'une permission d'abord. Il précise que son offre est née de la pitié, se moquant de l'attachement de Cheonga à la rue Baekya, la raillerie du fils sur sa loyauté envers un chef incompétent, mais finalement Cheonga en colère. La rage de Cheonga déborde enfin, alors qu'il plaque le fils contre le mur. Il grogne que sa loyauté va à son propre frère, pas au père puissant du fils. Il fulmine de mépris pour les gamins qui se croient intouchables à cause de leur lignée. Le fils balbutie qu'on ne peut pas le tuer, mais Cheonga est froidement d'accord. Avec un sourire terrifiant, il promet un sort bien pire que la mort. Mais sa menace est interrompue par un coup puissant du gamin araignée. Le fils le regarde fixement depuis le sol, furieux de l'interférence du gamin araignée. Mais le gamin araignée l'ignore, vérifiant calmement son téléphone pendant que Cheonga se remet. Il répond à un appel de son supérieur, Cheon-A, confirmant qu'il est temps de bouger. La voix au téléphone lui ordonne de faire parler l'informateur par tous les moyens nécessaires. Leur destination est le quartier résidentiel de Baeklinseong, un quartier abandonné au cœur du territoire dangereux de la rue Baekya. Yugun réalise qu'il n'y a qu'un seul endroit que Sawa aurait pu vouloir dire. Lang confirme ses soupçons, laissant entendre que quelque chose de vraiment massif s'y trouve. Il explique que c'est un secret inconnu, même de la plupart des résidents de la rue Baekya. Lang révèle qu'une énorme bête divine nommée Baekrin Miwi dort sous le quartier. Comme la bête ne pouvait pas être tuée, toute la zone a été construite comme une prison labyrinthique. Il les avertit de ne pas entrer à l'aveuglette, promettant de leur trouver un plan. Yugun fixe leur départ pour la nuit suivante, en accord avec la calibration du système, mais On est agité, demandant s'il est censé simplement s'asseoir et attendre. Le docteur Lang se tait. Son expression illisible alors qu'il considère la question, il réalise que le docteur ignore complètement sa question impatiente. Il lui vient soudain à l'esprit qu'il n'a pas vu le docteur dormir depuis des jours. La scène coupe sur un jeune homme dans une rue froide, se plaignant du temps. Il sait que même si Sawa est une petite frappe, elle ne leur ferait pas perdre leur temps. Elle doit savoir quelque chose, mais il ne comprend pas pourquoi la forteresse de Baekrin. Mais ses pensées sont brisées par quelqu'un qui le bouscule violemment par derrière. L'impact envoie son téléphone s'écraser au sol, l'écran se brisant. L'étranger maladroit tombe à genoux, s'excusant profusément pour les dégâts, mais le jeune homme souligne que le téléphone était déjà cassé. Déroutant l'étranger, il est surpris que l'étranger soit impressionné, admettant qu'il n'a jamais eu envie de le changer. L'étranger insiste pour le lui réparer, montrant un bâtiment appelé Yeonokdang. Il avait toujours pensé que c'était un magasin de technologie, mais trouve un sanctuaire moderne dédié à une bête divine. L'étranger révèle que le sanctuaire honore Yeonokryong, la bête divine de la technologie et du progrès. Il prétend que sans la connaissance de la bête, la technologie humaine serait bien plus primitive. Il prétend que des traces de l'aide de la bête sont partout dans la ville, mais l'homme est juste émerveillé par l'Internet rapide. L'étranger est d'accord avec enthousiasme, disant qu'il adore cette fable en particulier. Il parle du conte où Yeonokryong a aidé à vaincre Baekrin Miwi.